Le grand échiquier de Brzezinski, oui, on va en parler et tout de suite, enfin presque. S'il est un ouvrage qui soulève de nombreux fantasmes, c'est bien celui-là. Et plus que l'ouvrage, c'est le caractère même de son auteur et les cercles auxquels il a ou aurait appartenu qui entourent cette œuvre d'une aura. Le grand échiquier avait-il tout annoncé pratiquement 30 ans à l'avance? Avait-il annoncé le retour d'une guerre froide? Avait-il annoncé la guerre en Ukraine? Avait-il annoncé l'avènement de la mode des claquettes chaussettes? Cette vidéo ne traitera donc pas de la guerre en Ukraine, mais plus des théories qui peuvent circuler autour de celle-ci et voulant que les États-Unis en sont à l'origine. Théorie qui souvent s'appuie sur une certaine interprétation du grand échiquier de Zbigniew Brzezinski. Bien sûr, comme toujours, avant d'aborder l'œuvre en elle-même, il est important de dresser, non pas la table, mais une courte biographie de son auteur. Zbigniew Brzezinski est né le 28 mars 1928 à Varsovie, en Pologne, et est mort le 26 mai 2017 aux États-Unis. Il a été professeur à Harvard de 1953 à 1960, s'est illustré par la rédaction de plusieurs études concernant le bouleversement et le rôle des États-Unis dans le monde. Mais son principal titre de gloire vient du fait qu'il a été conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, Jimmy Carter, des années 1977 à 1981. On notera que c'est précisément au moment où Brzezinski occupait ce poste que les États-Unis ont commis l'erreur géostratégique la plus importante de leur histoire, l'abandon du Shah d'Iran, Iran livré aux Mollahs à la suite de la révolution islamique de 1979. Avant cela, l'Iran était un allié fiable des États-Unis qui leur avait même livré des F-14, l'avion de chasse emblématique du premier Top Gun, le fleuron de l'aéronavale américaine. Et on ne vend pas du matériel aussi sensible et aussi stratégique à un pays à qui on ne fait pas confiance. On mesure aujourd'hui les conséquences de cet abandon de par la stabilité et l'aide que l'Iran aurait pu apporter aux États-Unis pour assurer la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient si ceux-ci avaient continué à soutenir le Shah. Cette erreur majeure tempère donc très fortement le caractère infaillible et calculateur que d'aucuns attribuent à Zbigniew Brzezinski. Brzezinski aussi a donc fait des erreurs d'appréciation, et non, manifestement, en dépit de son indéniable intelligence, il n'a pas tout prévu et n'a pas tout anticipé comme on voudrait nous le faire croire. Après cela, il reste un observateur écouté en matière de politique étrangère des États-Unis, fluctuant entre les partis démocrates et républicains derrière lesquels il se placera tour à tour, mais qu'il n'hésitera pas aussi à critiquer tour à tour. Il sera par exemple très critique de la guerre contre la terreur menée par l'administration Bush. Il ne faudrait donc pas penser que la politique étrangère américaine serait monochrome et conduite par des individus comme Brzezinski perchés dans leur tour d'ivoire. Brzezinski livre ses analyses à ces idées qui sont suivies ou pas et qui sont partagées ou pas par d'autres analystes et qui derrière ont ou pas l'oreille des présidents et autres décideurs politiques. Pour votre information, Le Grand Échiquier est publié en 1997 après que Brzezinski en ait fini la rédaction pas plus tard qu'en avril de la même année. Naturellement, l'ouvrage tient compte de la chute de l'Union soviétique et du statut particulier occupé par les États-Unis d'alors que Brzezinski qualifie, non sans raison, de première puissance véritablement mondiale. Je vais à présent m'attacher à ce que Brzezinski écrit dans le livre précité et uniquement à ce qu'il écrit dans ce livre. Ma méthode est simple, j'ai commencé par lire le livre en entier, puis j'ai recherché spécifiquement toutes les occurrences du terme Ukraine dans celui-ci afin d'avoir une idée du traitement qu'il donne de ce sujet, et voir si, comme le prétendent certains, tout était écrit d'avance. Pour comprendre la pensée de l'auteur, il faut d'abord revenir sur quelques notions clés, à commencer par deux d'entre elles. La notion d'acteur géostratégique d'un côté et de pivot géopolitique de l'autre, même si a priori rien n'empêche les pivots géopolitiques de devenir à terme de véritables acteurs géostratégiques. La définition d'un pivot géopolitique selon Brzezinski est la suivante. La notion de pivot géopolitique désigne les États dont l'importance tient moins à leur puissance réelle et à leur motivation qu'à leur situation géographique sensible et à leur vulnérabilité potentielle, laquelle influe sur le comportement des acteurs géostratégiques. Le plus souvent, leur localisation leur confère un rôle clé pour accéder à certaines régions ou leur permet de couper un acteur de premier plan des ressources qui lui sont nécessaires. Parmi les pivots géopolitiques de ce que l'auteur qualifie de razzie figurent plusieurs pays et effectivement, parmi ces plusieurs pays, on trouve l'Ukraine. Ukraine qui ne constitue nullement le cœur de ce livre mais représente un sujet du livre parmi de nombreux autres. Un sujet important certes, mais pas plus important et pas plus développé que ne peuvent l'être d'autres passages du livre abordant d'autres pivots géopolitiques. L'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Corée, la Turquie et l'Iran constituent des pivots géopolitiques cruciaux. Si l'on met en perspective l'Ukraine et la définition que Brzezinski donne des pivots géopolitiques, alors force est de reconnaître qu'effectivement elle rentre bien dans cette définition. Elle est à la fois vulnérable pour tout un tas de raisons,
et en même temps occupe une place géographique tout à fait intéressante, aussi bien pour l'Europe que pour la Russie, lui donnant ainsi un accès plus élargi sur la mer Noire. On se rappelle ici que les pivots géopolitiques, même s'ils n'exercent pas en propre le pouvoir, influent sur le comportement des acteurs géostratégiques de la région, et on voit que c'est tout à fait vrai pour l'Ukraine, qui est une question centrale pour la Russie, non seulement du point de vue stratégique, mais aussi du point de vue culturel et identitaire. Un aspect insuffisamment traité par Brzezinski. Évidemment, Brzezinski est un fin connaisseur des relations internationales. Cependant, on peut lui reprocher une vision très technocratique et relativement hors sol qui oublie un peu trop souvent les aspects historiques, culturels et même religieux des oppositions entre nations. C'est un des enseignements des livres de Yuval Noah Harari qui revient très souvent sur l'importance des récits collectifs. Un groupe, et a fortiori une nation, se caractérise par l'adhésion à un récit, que celui-ci soit vrai ou faux. Pour mouvoir les masses, sans que ce terme ait une connotation négative, il faut qu'elles adhèrent à une sorte de credo. Aujourd'hui, on ne s'embarque pas dans une guerre sans que la population le veuille bien, et y adhère un minimum, sinon cette guerre est condamnée à l'échec. Certes, c'est surtout vrai dans les États démocratiques qui tiennent compte un tant soit peu de l'opinion publique, mais ça n'est pas non plus totalement faux, y compris dans les régimes les plus autoritaires. Bref, avant de revenir en détail sur la situation ukrainienne telle qu'elle est vue par Brzezinski, il faut revenir sur l'importance qu'a pour ce dernier l'alliance entre les États-Unis et l'Europe, alliance qui permet aux États-Unis de bénéficier d'une tête de pont, c'est l'expression de Brzezinski, afin de se projeter vers la région eurasienne. Et puis, parmi les grands acteurs géostratégiques dont l'Ukraine se trouve la plus proche, figure en effet l'Europe. Dans son livre, quand Brzezinski parle de l'Europe, il parle de l'Union européenne. Donc, chaque fois que je dirais Europe, pensez Union européenne. L'Europe est l'allié naturel de l'Amérique. L'une et l'autre partagent les mêmes valeurs, puisent pour l'essentiel dans un fond religieux commun et s'inspirent dans la sphère politique de la même culture démocratique. Si elle réussit, l'unification politique créera une entité de presque 400 millions d'habitants vivant sous un même toit démocratique et bénéficiant d'un niveau de vie comparable à celui des États-Unis. L'Europe serait alors sans conteste une puissance globale. Je ne sais pas ce qu'il en est de Brzezinski, mais dans mon cas, l'idée que les nations démocratiques soient puissantes et capables d'influencer la marche du monde dans un sens qui, je crois, je l'espère, je peux me tromper, réduira la somme des souffrances humaines, je trouve ça plutôt positif. Et il semblerait ici que Brzezinski également, même si ce qu'il y voit surtout c'est l'intérêt qu'ont les États-Unis à cela. Mais je répondrai qu'a priori les Européens eux aussi ont quelque intérêt à ce que l'Union européenne soit puissante. Aujourd'hui, l'Europe sert une nouvelle fonction. Elle fournit un tremplin à l'extension de la démocratie vers l'est du continent. Après la chute du mur de Berlin en 1990, l'élargissement de la communauté européenne peut servir à consolider cette victoire. Tissant un réseau de relations avec les États situés plus à l'est, elle exercerait alors un formidable pouvoir d'attraction sur l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. La dynamique ainsi créée permettrait de les entraîner dans une coopération accrue et de renforcer la légitimité des principes démocratiques. Jusque-là, même pour les anti-américains les plus forcenés, il n'y a rien de particulièrement critiquable. On ne trouve ici nulle trace de la moindre russophobie qui pourrait chagriner les admirateurs de Poutine, qui se disent attachés à la fois à la démocratie et à la liberté d'expression, sauf dans le cas de Navalny et dans le cas de tous les autres opposants à Poutine en fait. Dès lors, j'imagine qu'ils voient, tout comme moi, d'un bon œil le renforcement des principes démocratiques ainsi que le rapprochement vis-à-vis des pays situés à l'est de l'Europe qui, même s'ils sont à l'est de l'Europe, font bien partie de l'Europe. Où commence et où s'arrête l'Europe? On connaît la formule consacrée du général de Gaulle qui parlait d'une Europe qui s'étendrait de l'Atlantique à l'Oural. Reste qu'en dépit de cette formule, le flou reste entier quant à la définition des frontières de l'Europe. Que ces frontières soient entendues d'un point de vue géographique ou d'un point de vue culturel, puisque l'Europe est à la fois une zone géographique mais aussi une culture. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à présent à la suite de la citation de l'auteur, suite qui pourra heurter ceux qui ont décidé de consacrer leur vie à la lutte contre le blue jean et le hamburger, symbole de l'américanisme triomphant. Grâce à un tel essor, l'Europe deviendrait à terme un des piliers vitaux d'une grande structure de sécurité et de coopération placée sous l'égide américaine et s'étendant à toute l'Eurasie. Ça y est, je vous vois, je vous entends déjà me dire « mais c'est horrible, les États-Unis, décidément ne pensent qu'à leur seul intérêt, et derrière chaque main qu'ils nous tendent, ils ont l'autre prête à se saisir de notre portefeuille. » A contrario, nous autres Européens ne serions que les toutous des Américains. Tu l'as entendu ça, vous aussi sans doute. Pour votre information et afin de dissiper tout malentendu, rappelez-vous que placer sous l'égide de ne veut pas dire piloter par, mais simplement sous la protection de. L'Europe se trouve donc sous le parapluie américain, le budget militaire américain est le plus important au monde. Songez que le Fonds européen de défense était de 7,9 milliards d'euros en 2021. Vous allez me dire, oui mais ce fonds n'est pas déterminant, il faudrait plutôt regarder combien les États européens ont investi dans la défense
au total et comparer ça au budget américain. Les États membres de l'Union européenne ont consacré 232 milliards de dollars à la défense en 2020, soit 1,6% de leur PIB en moyenne, contre 778 milliards de dollars aux États-Unis et 252 milliards de dollars en Chine. Le budget militaire américain dépasse donc largement celui qui serait nécessaire à la seule défense du territoire américain. Pourquoi donc? Parce que même si les Américains ont une tendance naturelle à l'isolationnisme, rappelez-vous de la doctrine de Monroe, doctrine à laquelle Trump était plus ou moins revenu avec son America First, il demeure que les États-Unis sont une grande puissance qui, si elle entend jouer un rôle à l'international et être crédible dans ce rôle, se doit d'avoir une puissance militaire qui dépasse celle de son seul territoire, et c'est valable pour toutes les puissances qui entendent peser à l'international. Alors oui, les Américains ont une industrie de l'armement, ils ont un complexe militaro-industriel certainement très influent, et qui certainement fait passer ses intérêts économiques avant des considérations d'ordre éthique ou moral. Considérations plus difficiles à saisir, considérations surtout moins rémunératrices. Effectivement, les Américains fabriquent des armes, les exportent et gagnent de l'argent ce faisant, mais sont-ils les seuls à disposer d'un tel complexe? Après tout, les Français ont aussi un complexe militaro-industriel, de même que les Russes, de même que les Chinois, que les Allemands, etc. Peut-on blâmer les Américains de chercher à nous vendre leurs armes, de chercher à nous vendre les produits de leur industrie? Vous allez me dire que les Américains et Brzezinski lui-même sont ravis du statut de puissance mollassonne et sous tutelle, ou en tout cas sous protection américaine, qui est celui de l'Europe actuelle. Pourtant, Brzezinski déplore cette situation, indiquant qu'elle est assurément malsaine pour l'Amérique comme pour les nations européennes. Qui faut-il blâmer ici, sinon les Européens eux-mêmes, qui, après plusieurs décennies de construction européenne, ne sont pas parvenus à mettre sur pied une Europe de la défense, laquelle permettrait justement à l'Europe de peser d'un poids plus important sur la scène internationale et de se projeter à l'extérieur, mais avant cela, d'être capable d'assurer sa propre sécurité. L'Europe embourbée dans les problèmes de politique intérieure propres à chaque nation qui la compose se perd et est incapable d'envisager des enjeux autres que strictement nationaux ou régionaux. Elle pèse mais d'un poids qui n'est pas celui qu'elle devrait avoir au regard des riches nations qui en sont membres. Mais qu'est-ce que l'Europe? Quel est le cœur de cette construction? Le cœur, c'est le couple franco-allemand, expression à laquelle les Allemands, dans une vision plus mécanique, préfèrent celle de moteur franco-allemand. Indépendamment l'une de l'autre, la France et l'Allemagne ne sont assez fortes ni pour construire l'Europe selon leur vue propre, ni pour lever les ambiguïtés inhérentes à la définition des limites de l'Europe, cause de tensions avec la Russie. Cela exige une implication énergique et déterminée de l'Amérique pour aider à la définition de ses limites, en particulier avec les Allemands, et pour régler des problèmes sensibles, surtout pour la Russie, tels que le statut souhaitable dans le système européen des républiques baltes et de l'Ukraine. Un simple regard sur la carte de l'immense territoire eurasien suffit à comprendre l'importance pour l'Amérique de la tête de pont européenne. Sa préservation et son expansion comme tremplin pour la démocratie est une exigence prioritaire pour la sécurité des États-Unis. Alors que ces derniers se mobilisent en faveur de la stabilité internationale et de la diffusion de la démocratie, l'Europe fait preuve d'une apparente indifférence pour ces questions. Encore une fois, les choses sont dites bien sûr, l'Europe est une opportunité pour les États-Unis d'étendre la surface sur laquelle les droits de l'homme et la démocratie ont cours et d'étendre ainsi son influence à travers l'OTAN. Puisque extension de l'Europe signifie pour Brzezinski, on le verra tout à l'heure, extension de l'OTAN. L'Europe est là pour le volet économique, institutionnel et politique, et l'OTAN constitue le pendant sécuritaire de cette construction. Ainsi, l'Europe permet aux États-Unis, dont la position est pourtant plutôt insulaire, d'avoir un pied sur le continent et de disposer d'un allié fiable, partageant, quoi qu'en dise Brzezinski, un attachement à la liberté, à la démocratie et comme toute personne de bon sens préférant la paix à la guerre. Et c'est là qu'il me faut vous expliquer le concept du Heartland, cher à Brzezinski, quoique ce ne soit pas lui qui l'ait conceptualisé. Ce concept a été inventé par le géographe Alfred John Mackinder en 1904. Il part du constat assez simple que le gros des terres émergées se trouve sur ce qu'il appelle l'île Monde, c'est-à-dire cet ensemble qui regroupe l'Europe, l'Afrique et l'Asie, dans lequel se concentre l'essentiel de la population humaine. À côté de cela, on trouve la Grande-Bretagne, le Japon et bien sûr l'Amérique et l'Australie. Et le Heartland, c'est une partie de l'île Monde, une partie dont le contrôle apparaît aux yeux de Mackinder particulièrement important pour le contrôle du monde puisqu'il résumera sa théorie ainsi. Qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle l'Heartland, qui contrôle l'Heartland contrôle l'île Monde, qui contrôle l'île Monde contrôle le monde. S'inscrivant dans cette vision, Brzezinski estime que le contrôle de l'Europe de l'Est est capital pour les États-Unis, désavantagés par leur position excentrée. Si l'on suit cette théorie, l'Europe et les USA ont intérêt à ce que l'Union européenne s'étende à l'Est, assurant un contrôle toujours plus important
sur cette partie du Heartland. Se pose en filigrane la question des limites de l'Europe. On voit à peu près où celle-ci débute à l'ouest, mais on ne sait pas bien où elle s'arrête à l'est. Et quel fondement historique doit-on lui donner? Quel est le dénominateur commun des pays européens? Vous allez peut-être me répondre, c'est d'être sur le sol européen, ou encore c'est de partager la culture et les valeurs européennes. Mais ça, c'est un autre sujet. À présent, direction les pays d'Europe de l'Est. Et voici ce que Brzezinski nous dit quant à leur relation avec la Fédération de Russie, à l'époque tout nouvel État. Dans quelle mesure l'aide économique à la Russie est-elle compatible avec l'assistance aux nouveaux États indépendants? La Russie peut-elle dans le même mouvement être forte et démocratique? Si elle accroît sa puissance, ne cherchera-t-elle pas à restaurer son domaine impérial? Peut-elle prospérer en tant qu'empire et en tant que démocratie? La politique américaine à l'égard des pivots géopolitiques sensibles que sont l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ne peut éviter ces questions. Le dilemme se résume à un choix entre équilibre tactique et dessein stratégique. Le rétablissement interne de la Russie conditionne les progrès de la démocratisation et son éventuelle européanisation. Mais la restauration de son potentiel impérial serait néfaste à ces deux objectifs. Ainsi, les choses sont dites. En effet, dans la vision de Brzezinski, les États-Unis n'ont pas intérêt à voir émerger un néo-empire russe. Souvenez-vous que ce livre a été publié en 1997. Peu après l'effondrement de l'Union soviétique. La Fédération de Russie était alors en proie à des troubles internes très importants et à des difficultés économiques colossales dont les Russes ont gardé de très mauvais souvenirs. Raison pour laquelle Elstine encore aujourd'hui y est aussi impopulaire. Rappelez-vous que dans la pensée de Brzezinski, le contrôle du Heartland est crucial pour le contrôle du monde et que la Russie dispose d'un emplacement géographique tout à fait intéressant pour exercer un tel contrôle. Dans l'extrait que je viens de citer, Brzezinski n'exclut pas non plus la possibilité qu'une nouvelle Russie, fondée sur des principes démocratiques, puisse à terme entrer dans l'Union européenne. Mais la démocratisation de la Russie est un préalable à ce qu'il qualifie d'européanisation. Malheureusement, scoop, la démocratisation de la Russie n'a pas eu lieu. Non, on ne peut pas considérer qu'un État où les opposants et journalistes dissidents sont empoisonnés est démocratique. Brzezinski souligne cependant que les États-Unis se trouvent face à un dilemme, car d'un côté cette normalisation de la Russie serait fortement souhaitable, mais de l'autre les États-Unis souhaitent aussi se rapprocher des États qui avaient obtenu leur indépendance à la suite de la chute de l'Union soviétique, et l'Ukraine ainsi que les États baltes en font partie. Or, dans l'hypothèse d'une reconstitution de la puissance russe qui ne s'appuierait ni sur des principes démocratiques, ni sur le souhait de respecter le droit international, ces États auraient au fait de retomber dans le giron russe. Or, ces pays nouvellement indépendants, c'est curieux, entendent bien le rester. Pour cette raison, ils risquent de ne pas voir d'un très bon œil l'aide économique apportée à l'occupant d'hier, à savoir la Russie. Une aide que, par ailleurs, la Russie pourrait utiliser aussi bien pour conduire des réformes internes et devenir un véritable état de droit que pour renforcer sa puissance militaire. Loin d'exclure la Russie d'une éventuelle alliance euro-atlantique, Brzezinski se montre donc plutôt ouvert sur cette question et ne rejette pas par principe un rapprochement avec la Russie. Autre citation très importante, mais pour que vous la compreniez bien, il est important que je vous donne le contexte dans lequel cette citation s'inscrit. Il s'agit d'un passage où Brzezinski nous explique les différentes étapes d'extension conjointe à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN en direction des États baltes et de la Roumanie. Extension, on pourrait dire aussi adhésion de la part de ces États à ces deux structures de coopération qui leur offrent des perspectives que peut-être historiquement ils n'ont jamais eues. Au cours de la période suivante, l'Ukraine pourrait à son tour être en situation d'entamer des négociations en vue de rejoindre l'UE et l'OTAN. Cela exige des progrès dans les réformes et à l'extérieur une meilleure perception de son identité centro-européenne. Pendant la même période, il est vraisemblable que la collaboration franco-germano-polonaise au sein de l'Union européenne et de l'OTAN se sera approfondie, spécialement en matière de défense. Elle pourrait devenir le noyau occidental d'un large système de sécurité embrassant la Russie ainsi que l'Ukraine. Une question essentielle se pose. Ce scénario se déroulera-t-il dans un environnement apaisé ou dans un contexte de tension croissante avec la Russie? Il est trop tôt pour donner une réponse. Cependant, la Russie, aussi souvent que nécessaire, devrait recevoir l'assurance que les portes de l'Europe lui restent ouvertes, et au-delà que sa participation future à un nouveau système de sécurité transeurasien est envisageable. Des liens de coopération renforceraient la crédibilité de ce message. Voilà un discours qui ne me paraît pas particulièrement hostile à l'égard de la Russie, même si effectivement Brzezinski l'avoue, il a un plan, ou en tout cas une vision s'agissant des différentes étapes qui pourraient être celles de l'extension concomitante de l'Union européenne et de l'OTAN. Extension qui donc n'exclut pas par principe la Russie. Cependant, effectivement, la Russie, au même titre que n'importe quel autre État, y compris les pays issus de l'ancien bloc soviétique, est libre d'adhérer ou pas à ces deux structures que sont l'Union européenne et l'OTAN. Même si une telle adhésion semble aujourd'hui pour le moins compromise après l'invasion russe du 24 février 2022.
Mais il faut dire qu'elle l'était déjà en 2014 après l'invasion de la Crimée. Des gages de bonne volonté avaient été donnés par l'Ukraine à l'égard de la Russie, Ukraine qui avait accepté en échange du respect de sa souveraineté et de ses frontières de remettre son arsenal nucléaire à la Russie. Ces deux éléments sont entérinés à la fois par le protocole de Lisbonne et par le mémorandum de Budapest. Et l'Ukraine a respecté sa part de l'accord. On ne peut pas en dire autant de la Russie. Le mémorandum de Budapest interdit de recourir à l'arme nucléaire contre l'Ukraine, que celle-ci soit tactique ou pas. Si donc demain la Russie use de cette arme et même de l'arme nucléaire tactique, elle sera hors la loi. Et elle rendrait légitime une intervention militaire de la part des États qui s'étaient portés garants de ce traité. On compte parmi ceux-ci les USA et la Grande-Bretagne, pays qui, pour l'heure, se contentent de fournir du matériel afin de permettre à l'Ukraine de se défendre contre une agression. Autre citation qui s'inscrit dans un passage qui traite spécifiquement de la Russie et des effets de l'effondrement de l'URSS. C'est la perte de l'Ukraine qui a soulevé les questions les plus épineuses. L'apparition d'un État ukrainien indépendant constitue une régression géopolitique radicale qui a contraint les Russes à s'interroger sur les fondements de leur identité politique et ethnique. En tirant leur révérence de manière abrupte, les Ukrainiens ont mis un terme à plus de 300 ans d'histoire impériale. Ils ont dépossédé leurs voisins d'une économie à fort potentiel, riche de son industrie, de son agriculture et d'une population de 52 millions d'habitants, dont les origines, la civilisation et la tradition religieuse étaient si proches de celles des Russes que les liens impériaux ont toujours, pour ces derniers, relevé de l'évidence. Par ailleurs, l'indépendance ukrainienne a privé la Russie de sa position dominante sur la mer Noire, alors qu'Odessa servait traditionnellement de point de passage pour tous les échanges commerciaux russes avec le monde méditerranéen et au-delà. La population russe dans les années 1990 tournait autour de 150 millions d'habitants. Forcément, être privé d'un réservoir de 52 millions d'habitants supplémentaires prive la Russie d'une force démographique importante. De ce côté-là, il faut comprendre que l'effondrement de l'URSS a été un traumatisme pour beaucoup de Russes attachés qu'ils sont au fait de se voir comme un empire, comme une grande puissance. Il n'y a qu'à regarder la télévision russe pour se convaincre de cette nostalgie que Poutine a su exploiter. C'est lui qui a souhaité revenir à la mélodie de l'hymne soviétique, même si les paroles ne sont plus celles qu'avaient cours du temps de l'URSS. Regardez donc sur Google, l'hymne originel de la Fédération de Russie n'est pas celui auquel nous avons droit aujourd'hui lors des compétitions sportives. Puisqu'elle correspond à l'éclatement de leur état, la décennie 90 que nous autres occidentaux voyons plutôt d'un bon œil, que nous voyons comme une période de détente et d'avènement de principes démocratiques en Russie, n'est pas du tout perçue de la même manière là-bas. La perte du pivot géopolitique ukrainien réduit les choix géostratégiques de la Russie. Amputée de la Pologne et des États baltes, mais contrôlant l'Ukraine, elle pourrait encore tenir un empire eurasien dynamique s'étendant vers le sud et le sud-est, sur les domaines non slaves de l'ex-Union soviétique. Sans l'Ukraine et ses 52 millions de frères slaves, toute tentative de restauration impériale commandée par Moscou est vouée à rencontrer la résistance prolongée de populations devenues très sourcilleuses sur la question de leur identité nationale et religieuse. Brzezinski souligne ici l'importance capitale de la domination par la Russie de l'Ukraine. En effet, la Russie sans l'Ukraine, comme nous l'avons déjà vu précédemment, est en grande partie privée d'un accès à la mer Noire. En grande partie, mais pas complètement, car elle a tout de même toute une façade qui donne directement sur la mer Noire. Et même en l'absence de cette façade, elle a un accès à la mer d'Azov, laquelle donne ensuite sur la mer Noire. En pesant sur la définition de la communauté des États indépendants, l'Ukraine a joué un rôle de catalyseur géopolitique. Quand la Russie, contrainte et forcée à concéder de mettre sur pied ce nouveau cadre plus confédéral, dans lequel elle escomptait préserver l'essentiel des liens qui avaient prévalu sous le régime soviétique, elle s'est heurtée aux initiatives ukrainiennes. En proclamant son indépendance en décembre 1991, puis en défendant avec fermeté ses positions pendant les négociations cruciales de Belavedja destinées à définir les statuts de la CEI et en imposant alors, dans une véritable ambiance de coup d'État, un commandement national à toutes les unités de l'armée soviétique cantonnées sur son territoire, l'Ukraine a modifié en substance le projet russe. Cette affirmation politique a laissé les négociateurs russes abasourdis et servi de modèle, après quelques hésitations, aux autres républiques soviétiques. Le passage qui va suivre traite quant à lui de la déception qui a été celle de la Russie concernant le fait que l'Occident, sous-entendu les États-Unis et l'Europe, a soutenu les nouveaux États indépendants issus de l'explosion du bloc soviétique. Ils ont globalement été opposés à l'idée d'un rétablissement d'une zone d'influence russe dans l'espace de l'ex-Union soviétique.
Dès 1994, Washington accorde la priorité aux relations américano-ukrainiennes. Sa détermination à soutenir l'indépendance du pays est généralement perçue à Moscou, y compris par les modernisateurs, comme une intrusion dirigée contre les intérêts vitaux de la Russie, laquelle n'a jamais abandonné l'idée de recréer un espace commun. Et la réintégration de l'Ukraine reste à ce jour une position de principe qui recueille le consensus de la classe politique. Le refus russe d'entériner le statut d'indépendance de l'Ukraine pour des raisons historiques et politiques se heurte frontalement aux vues américaines selon lesquelles la Russie ne peut être à la fois impériale et démocratique. On en revient toujours au même point, à savoir que les dirigeants russes de l'époque avaient deux voies face à eux. Ou la voie du rétablissement d'une sorte d'empire russe privilégié par Poutine, ou une voie plus démocratique qui n'aurait nullement empêché la Russie de devenir une grande puissance. Malheureusement, parmi les dirigeants russes et même parmi les plus progressistes et les plus démocrates d'entre eux, l'idée d'une sphère d'influence dont l'Ukraine ainsi que les États baltes, mais aussi la Biélorussie feraient naturellement partie, est une idée extrêmement importante. C'est leur colonne vertébrale. De son côté, l'Europe, appuyée par les États-Unis, défend la souveraineté et l'indépendance des États issus de l'éclatement du bloc soviétique. États qu'elle voit comme autant de partenaires commerciaux et comme autant de potentiels candidats à l'adhésion dans l'Union européenne. Bien sûr, il se trouve que la défense de la souveraineté et de l'indépendance de ces États coïncide, il est vrai, avec les intérêts aussi bien américains qu'européens. Mais ce que les Russes voient à travers cette défense systématique de l'indépendance de ces nouveaux États, c'est, et je cite ici deux experts russes de la politique étrangère américaine, une réorganisation des relations entre les États dans l'ensemble eurasien qui évite l'émergence d'une grande puissance régionale sur le continent et favorise l'épanouissement d'un ensemble de puissances moyennes, stables, modérément déterminées et surtout inférieures aux États-Unis du point de vue de leur aptitude, même en se fédérant. Le premier conseiller de Helsinki ne voyait dans l'Ukraine qu'un simple phénomène temporaire, ce qui témoigne d'une difficulté russe à accepter que ce pays puisse suivre son bout de chemin librement et seul de son côté. Car tout à l'heure je parlais des nouveaux États issus de l'explosion de l'URSS. En réalité, ces nouveaux États, dont l'Ukraine fait bien sûr partie, ne sont pas si nouveaux. Ils ont leur histoire propre qui ne se confond pas nécessairement avec celle de la Russie et qui de plus en plus se définit justement en opposition à celle du grand frère russe. Sachant que ce sont les Russes eux-mêmes qui se voient comme leurs grands frères, pas sûr que les Ukrainiens se voient comme les petits frères des Russes. Comme nous l'avons déjà noté, aucune restauration impériale, qu'elle s'appuie sur la CEI ou sur un quelconque projet eurasien, n'est possible sans l'Ukraine. Un empire russe amputé de ce territoire serait plus asiatique qu'européen. Pas de restauration d'un empire russe sans que la Russie retrouve un contrôle au moins partiel sur l'Ukraine. Brzezinski ajoute peu après que les États plus asiatiques, de ce que j'appellerais l'empire russe, notamment l'Ouzbékistan, ne sont pas non plus très enthousiastes à l'idée d'une émergence et d'une montée en puissance et en compétence de la CEI. Citation. L'Ouzbékistan a apporté un soutien remarqué à l'Ukraine pour refuser les initiatives russes visant à renforcer le rôle de la CEI ou à lui conférer un statut d'entité supranationale. Bref, la CEI est loin d'avoir l'attrait que peut avoir l'Union européenne, entité qui, nous l'avons vu, n'est pourtant pas des plus parfaites également. Même du côté asiatique de son éventuel empire, donc, il n'y a pas pour la Russie de véritable engouement en faveur de l'émergence d'une structure comme la CEI. Et on va voir pourquoi. Pour que le choix de l'Europe et en conséquence de l'Amérique se révèle fructueux, la Russie doit satisfaire à deux exigences. Tout d'abord rompre sans ambiguïté avec son passé impérial, ensuite cesser ses tergiversations à propos de l'élargissement des liens politiques et militaires entre l'Europe et l'Amérique. Trancher la première question exige d'accepter le pluralisme géopolitique qui prévaut aujourd'hui sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Cela n'exclut en aucune manière la coopération économique, peut-être sur le modèle de l'ancienne zone européenne de libre-échange, mais cela suppose le respect intégral de la souveraineté politique des États partenaires, et ce pour la raison simple que tel est leur souhait. Dans cette perspective, la reconnaissance par la Russie de l'existence séparée de l'Ukraine, de ses frontières et de son identité nationale constitue un test crucial. La Russie, pour être une puissance, doit renoncer à être un empire et accepter que les nouveaux États dont nous avons déjà parlé suivent leur propre chemin. La Russie doit reconnaître que ces États constituent bien de véritables États et non des États fantoches. Forcément que la CEI est vouée à l'échec car elle est perçue comme le cheval de Troie d'un empire russe renaissant par ces nouveaux États soucieux de leur indépendance à laquelle ils ont aspiré pendant tant d'années. Et oui, la Russie pourrait utiliser cette CEI pour étendre son influence et reprendre le contrôle des États qui avaient quitté l'URSS avec fracas. Les propos des élites russes n'avaient d'ailleurs rien pour rassurer les Ukrainiens, pour ne parler que d'eux. Peu après, dans un passage où il est toujours question de la redéfinition de l'identité russe et notamment de la redéfinition des relations que la Russie entend avoir avec les États issus de l'ex-bloc soviétique, notamment Azerbaïdjan, Ouzbékistan et Ukraine, Brzezinski nous dit la chose suivante.
L'Ukraine constitue cependant l'enjeu essentiel. Le processus d'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN est en cours. À terme, l'Ukraine devra déterminer si elle souhaite rejoindre l'une ou l'autre de ces organisations. Pour renforcer son indépendance, il est vraisemblable qu'elle choisira d'adhérer aux deux institutions dès qu'elles s'étendront jusqu'à ses frontières et à la condition que son évolution intérieure lui permette de répondre aux critères de candidature. Pour Brzezinski, l'avenir de l'Ukraine est à l'ouest et on pourrait même dire que l'avenir de l'Est, l'avenir de l'Europe de l'Est, est à l'ouest. L'intégration de l'Ukraine bouleverse les certitudes les plus enracinées. L'admettre, c'est reconnaître que le destin de ce pays ne dépend plus d'un lien organique avec la Russie. La survie de l'Ukraine comme État indépendant suppose qu'elle s'arrime fermement à l'Europe centrale et s'émancipe de la région eurasienne. En toute logique, il lui revient de partager les liens que l'Europe centrale entretient avec l'OTAN et l'Union européenne. L'attitude de la Russie sur ce sujet servira de révélateur. Aura-t-elle choisi de devenir un acteur européen ou, rejetant cette option, s'entêtera-t-elle à poursuivre une identité eurasienne et un destin solitaire emmaillé de conflits avec son proche voisin? Je crains ici que l'histoire récente n'ait apporté une réponse malheureusement pessimiste à cette dernière question que soulevait Brzezinski. Encore une fois, tout ceci passe par une redéfinition de l'identité russe. Russie qui se pose avec l'éloignement de l'Ukraine de son giron des questions existentielles. Les dirigeants russes eussent été éclairés d'apporter un regard serein et notamment le plus scientifique et factuel possible sur l'histoire du pays, sur les relations parfois houleuses qu'elle a entretenues avec ses voisins et sur le bilan pas toujours positif de l'Union soviétique, notamment du point de vue des droits humains. Cela suppose aussi de faire le deuil d'une certaine forme de grandeur supposée de ce qu'a été l'URSS, cette dernière ayant été une puissance essentiellement sur le plan militaire et scientifique. Une puissance qui avait pour elle de disposer d'une quantité faramineuse de têtes nucléaires dont la Russie a hérité. De son côté, la Russie n'est pas sans disposer d'atouts, propres à faire d'elle une puissance mondiale, mais cela supposerait qu'elle tire un trait sur son passé et accepte de redéfinir son avenir. La Russie n'est d'ailleurs pas la seule à devoir faire un travail sur elle-même. Il en va de même pour l'Europe, car l'Union européenne repose sur une ambiguïté. Elle souffre d'un manque de définition. L'Union européenne ne doit-elle être qu'une simple coopération économique, à l'instar de ce qu'elle était à l'origine ? Souvenez-vous de la CECA. Ou, de manière plus ambitieuse, l'Union européenne peut-elle, doit-elle, envisager quelque chose de plus ambitieux, tel qu'une union véritablement intégrée, tel que quelque chose qui pourrait ressembler à ce que Victor Hugo appelait jadis les États-Unis d'Europe. Une union où chaque nation, comme cela a déjà commencé, abandonnerait une partie de sa souveraineté au profit de l'union, au profit d'un projet plus vaste que celui d'une simple nation. Mais pour avancer, que ce soit en direction des États-Unis d'Europe comme en direction d'un renoncement à la construction européenne, il faut choisir. Nous sommes-nous entendus sur un projet commun? Quel est notre plan? En somme, que voulons-nous?